Okay. Welcome everyone on the Brain Cities Open Lab. We are still in this corporate innovation months and exploring the future of cooperation between startups, innovators, and corporate. As in 2020, COVID-19 crisis, economic crisis, social crisis, so that it would be very interesting to have a talk, a discussion with one of the key players of Brain Cities team in this new era of the company development. And I'm talking about Julian, who is a sales manager at Brain Cities. He's one that specializes in new business development. And I strongly believe that the future of Brain Cities is supported by the experience and the expertise of this amazing business guy. Is just promising the best for the company, for our community, for investors, for all of our partners. So it's my pleasure to introduce you, Julian. Maybe you could introduce yourself. We will obviously switch in French because Yes. this is the rule. When we have an invitee, we speak the language of his country. And as you are based in Paris and in France, we will speak French together. Obviously, Okay. people are not fluent in French in the attendee today. Obviously, we will get everything and make it as easy to understand for you as possible. Julien. Ok. Bonjour à tous. Merci, merci Kazé pour cette introduction. Très content de participer aujourd'hui à cette première ensemble. Effectivement, sujet très intéressant, puisqu'au cœur de notre actualité, je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir en discuter pendant cette heure. Donc oui, effectivement, j'interviens plus dans la partie commerciale et new business pour essayer d'aider nos clients, mais aussi l'économie actuelle à essayer de contribuer de notre pierre à essayer de faire développer, je dirais, les émergences de nouveaux business et comment les attaquer aujourd'hui. Donc très content de faire partie de la team. Voilà. Je ne sais pas si Kazé, tu veux que je revienne plus particulièrement sur le parcours, ou qu'est-ce que tu veux que j'introduise particulièrement? Je pense que ça va être intéressant de comprendre ton parcours et surtout vision par rapport à Brain Cities, des inputs qui étaient vraiment très intéressants il y a 3 semaines quand tu as commencé à rentrer dans le vif du sujet. Et on a vraiment été impressionnés de ce que tu as décrit, ce qui était finalement une évidence. Et donc, ce serait vraiment très intéressant si tu pouvais partager ça avec la communauté et les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ouais, déjà, pour reprendre, moi, de ma modeste contribution, ma modeste expérience, j'ai à peu près une petite vingtaine d'années, notamment avec un parcours très orienté en ESN, où j'ai tout de suite cru dans l'apport des nouvelles technologies, parce que j'avais été diplômé d'une école de commerce qui était orientée pour les sales B2B, qui avait vraiment un vernis et un intérêt dans tout ce qui était l'IT, qui deviendra le cloud et le big data. Ce qui m'a beaucoup marqué dans la mutation de cette industrie-là, notamment dans les ESN, qui s'appelaient les SS2I avant, c'est leur capacité à essayer d'accompagner les clients grands comptes, notamment, à être dans l'anticipation des mutations du marché. Et ce qui m'a tout de suite fait un déclic quand j'étais au contact de toi, Kazé, et de l'équipe, c'est que j'ai compris immédiatement qu'en fait, Brain Cities était non pas dans la préparation du coup d'après pour le nouveau business du client, mais même du coup encore d'après, était enfin une forme de plateforme pour moi qui venait s'amarrer à côté du client et lui proposer de co-réfléchir, non pas de lui dessiner son business à venir, ça c'est le client qui le définit, mais de co-réfléchir avec lui sur les use cases qui lui permettraient d'avoir le coup d'après et voir à la limite un peu comme Uber, d'essayer d'avoir le coup encore d'après, donc le deuxième coup, en mettant en place directement toute la plateforme technologique qui va lui permettre d'opérer cette transformation-là immédiatement.
Et donc, moi, c'est la première évidence qui m'est arrivée. Je me suis dit, Brain Cities Lab, aujourd'hui, c'est un énorme potentiel pour les clients dans cette période-là plus précisément, parce qu'ils vont être capables aujourd'hui de pouvoir se challenger sur les vrais use cases du nouveau marché qu'ils abordent. Ils vont pouvoir avoir une équipe en face qui va être capable de les accompagner à réfléchir sur comment mettre en œuvre ce modèle-là. Et après, derrière, sur cette plateforme Brain Cities, eh ben, on y assemblera des technologies assez complexes, mais bien maîtrisées, qui seront toutes, entre guillemets, des technologies qui apporteront chacune d'elles un sens à l'histoire du use case business qui aura été défini. S'il faut de la blockchain dans un cas, s'il faut de l'intelligence artificielle approfondie dans l'autre, ou les deux, ou du big data avec, ce sera le principe même de ce coup d'avance et ce sera ce qui forgera en dessous le ciment de ce nouveau business. Voilà. Et c'est bien cette vision-là, moi, que j'ai retenue de Brain Cities, qui m'a tout de suite assez emporté et assez convaincu dans la manière de se positionner du marché et d'accompagner les clients à accélérer en cette période-là. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as eu 3 interactions client-business depuis ton arrivée. Enel, Leroy Merlin. Et Enel, bon, c'est un projet qui, Sylvania, tu as assisté à la construction du use case avec leurs équipes. Leroy Merlin, c'était lié workshop active, avec également déjà en fait des pistes en fait de développement et de collaboration en fait qui ont émergé finalement de cette discussion. Et j'allais oublier aussi la Hague qui évidemment dans lequel on est encore dans une autre relation encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qu'il faut à une entreprise pour réussir en fait son projet en fait de collaboration avec une startup? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment en fait un projet avec un Enel va réussir et un projet avec peut-être d'autres structures en fait, là où d'autres structures finalement ne parviendraient pas à avoir le retour sur investissement qu'elles attendent d'une startup ou bien d'un innovateur de manière générale. Je pense que c'est une vraie question que se posent, je pense, beaucoup de directeurs généraux quand ils sont en codir. De se dire, mais si je faisais venir une Ouais. startup là tout de suite, pourquoi ça marcherait pas? Je pense que tout le monde se poserait cette question naturellement. Et même le middle management de dire, j'ai toujours en tête la startup qui apporterait le côté wow, mais est-ce que dans le contexte de mon entreprise, j'aurais tous les feux au vert et je rassurerais les gens à amener cette démarche-là? Et moi, ce qui m'a marqué dans les 4 sujets qu'on a fait ensemble de démarrage, je repense à Leroy Merlin, où j'ai trouvé que en fait, il y a 2 niveaux. C'est là où on se rend compte que les accélérateurs et que les incubateurs ont peut-être loupé une étape dans leur construction avec les grands comptes. C'est quand on s'est présenté, on a amené la vision finalement qu'on avait pour construire le marché de demain. Je pense que trop souvent, des startups se sont trompées là-dessus. Elles sont arrivées en disant, bah voilà ce qu'on propose, voilà ce que ça va vous apporter concrètement, appropriez-le vous, et puis ça vous permettra d'agrandir sur votre marché. En fait, la vérité, c'est que startups comme grands comptes aujourd'hui mutent avec le marché et ont besoin de corroborer ensemble les use cases qui font justement l'anticipation de ce marché et le new business qu'on peut en tirer. Et donc, moi, ce qui m'a marqué en premier quand on était à Leroy Merlin, cette capacité de pitch où tu apportais bien la vision. Et donc, les gens Ouais. faisaient des retours sur cette vision, finalement, en donnant des use cases très concrets, en disant, ouais, moi, en fait, je suis dans tel secteur, donc ça me parle. Ça, ce que vous dites, un peu moins et autres. Et après, moi, j'essaie de décliner en disant, opérationnellement parlant, comment ça pourrait se chaîner entre eux, justement. Le fait qu'ils nous fassent chacun des retours individuels, comment on arrive à chaîner, du coup, ensemble. Et entre guillemets, c'est là où on dessinait notre plateforme. C'est l'approche de la plateforme du Absolument, oui. client et qui était le socle finalement qui les réunissait. Donc, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être pertinent sur une approche avec un client en compte en tant que startup, c'est le fait de montrer cette capacité à chaîner les différents briques de use case qui existent déjà dans l'entreprise et qu'on rassemble. Et la deuxième étape, c'est effectivement leur permettre que ce soit possible maintenant. Pas dans 2 mois, pas dans 6 mois, mais maintenant. C'est-à-dire qu'ils aient un chaînage, ils aient une timeline, ils aient une capacité à s'approprier, à dimensionner une équipe, du coup, il devient logique. S'il y a 4 personnes qui ont interagi, c'est certainement les porteurs du projet.
Et ce qui a été un gros souci dans le passé, hein, quand on reprend les différents accélérateurs, incubateurs, on se demandait, mais qui va porter le projet en interne? Il est très bien. Nous, on se rend compte, là, Oui, même dans les avant-ventes qu'on prépare, que finalement, les directeurs généraux et les gens d'assez haut niveau comme middle management, quand ils ont compris l'impact que ça a pour l'entreprise pour demain, ils savent nous aligner finalement les bonnes personnes. Et tout de suite, ça déverrouille les chakras. Moi, je pense que ça, c'est clé. Tu l'as aussi facilité sur plusieurs avant-ventes. Je t'en remercie. Parce que on voit, c'est un modèle qui fonctionne beaucoup mieux. Hein, qui oui. fonctionne beaucoup mieux. Donc, toi, tu penses qu'en fait, aujourd'hui, si une startup veut scale dans un contexte finalement de raréfaction des ressources financières et également d'opportunités business, il doit monter en fait plus haut en termes de management. En fait, il doit aller chercher les boards, il doit aller chercher la direction générale, la direction stratégique pour pouvoir finalement infléchir, en tout cas participer en fait à la définition du positionnement en fait business en fait d'entreprise, positionnement parfois qui peuvent avoir un impact sur 10 ans, 20 ans de business, sachant qu'on a des cycles qui sont de plus en plus courts. Et donc, dans un contexte Covid, par exemple, la priorité du manager, ça n'est pas nécessairement en fait, la transformation de son capital humain, mais savoir en fait qu'il a une plateforme qu'il peut utiliser aussi bien pour faire rationaliser en fait l'information qu'il a sur ses employés, mais également l'information qu'il a sur ses luminaires. Pour toi, en fait, c'est quelque chose qui a du sens, en fait. L'espèce de polymorphisme, d'adaptabilité, en fait, d'une plateforme qui ensuite peut être utilisée de façon indifférenciée par l'entreprise pour créer de la valeur ou en tout cas régler les problèmes qui sont d'ordre structurel pour le développement du business. Je ne sais pas si Ouais. c'est clair ma question ou Si. voilà. Mais, Ouais, ça va même, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette plateforme polymorphisme a permis de régler tous les problèmes en un. C'est-à-dire que dans l'approche, parce que finalement, mon problème de compétences RH qu'aujourd'hui, que je ne peux pas traiter immédiatement parce que j'ai un contexte économique qui fait qu'il faut prendre l'humain, mais j'ai un contexte économique qui vient tout de suite attaquer l'entreprise, fait qu'il faut que je prenne les deux. Je ne peux pas en laisser un en attente et autre. Et l'avantage qu'on a avec cette vision plateforme, qui est une vision qu'on développe chez Brain Cities Lab, mais qui n'est pas une vision, je dirais, anodine. C'est une vision en fait où les gens, quand on dit ça m'est c'est vraiment essayer de co-construire ensemble. Ça va permettre au directeur général qui est en haut de se dire, OK, donc j'ai un scénario disruptif que je peux amener très vite à l'entreprise, qui va amener des changements majeurs, mais l'avantage que j'ai en le construisant de cette manière-là, c'est que même le capital humain, parce qu'il va falloir que je fasse muter du coup les postes avec cette disruption business, il va falloir que les gens, je les amène à pouvoir évoluer sur de nouveaux postes. Et donc, mon capital humain, je vais pouvoir enfin le valoriser en cette période-là, ce qui n'est pas évident en fait en cette période. On peut faire beaucoup de formations, mais en fait, comment savoir orienter les gens qui composent son entreprise dans les bons axes de développement d'entreprise. Si je formais demain 200 personnes au Big Data et que je m'appelle n'importe quel grand compte du CAC 40, est-ce que ce serait la démarche la plus logique, la plus structurante pour le capital humain que j'ai dans l'entreprise? Pas sûr. Donc là, l'intérêt, c'est de dire, comme je remets les data au centre de ma démarche use case, technologiquement, je vais pouvoir les affiner et enrichir ces data-là pour aller vraiment sur des scénarios plus fins, disruptifs, et pour pouvoir enfin générer mon capital humain au plus fin, lui proposer des évolutions de carrière qui vont lui plaire et qui sont dans des métiers de demain, qui sont quand même motivants pour la personne, parce que dans ce contexte-là, si demain on me dit, tiens, même côté business, Julien, je pourrais t'amener à faire une formation sur l'intelligence artificielle du business, du new business 2025, moi, ce serait le genre de sujet qui me motiverait énormément, parce que je me dirais, je pourrais me confronter aux techniques d'intelligence artificielle qui me permettent moi-même de challenger les nouvelles techniques de business. Voilà. Donc, en gros, on serait dans des choses un peu augmentées. Et ça m'intéresserait. Donc, je pense qu'effectivement, les directeurs généraux, les fonctions de codir aujourd'hui sont essentielles dans cette approche. Et puis, ils amènent quelque chose aussi fondamental qu'on n'avait pas vu il y a quelque temps, c'est de la bienveillance vis-à-vis de leur middle management. On change aussi, on s'en rend compte dans les sujets qu'on adresse ensemble, on amène en fait un mais, codir plus construit. Voilà. On avait avant une espèce de
et c'était normal, c'était le phénomène de croissance qui faisait ça. On a un phénomène de gestion, on va dire, des grands comptes sur leur politique globale aujourd'hui, qui est complètement abattu. Aujourd'hui, il faut savoir s'adapter, il faut savoir être présent sur son marché, montrer un certain dynamisme. Donc, on a aussi une facette du dirigeant qui change et qui lui permet de s'appuyer réellement sur son management. Donc ça, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure certains sujets, que ce soit assez structurants dans le bâtiment, des choses comme ça. On voit que les sujets de la Smart City vont devenir... Il y a des sujets clés qui débarquent aujourd'hui dans la société, qui étaient de longue date, mais qui vont s'accélérer pour permettre cette transition business et aussi ce niveau de service. Je pense qu'effectivement, il y a des enjeux aussi sociétaux qui vont arriver en même temps que cette transformation business. Voilà. Et toi, en fait, sur les différents échanges que nous avons jusqu'à maintenant, on a navigué sur pays, on est sur pays. On a encore eu la chance de parler avec nos interlocuteurs en Allemagne, mais pour toi, en fait, niveau de maturité aujourd'hui, en fait, des entreprises en France versus Italie, Pays-Bas et on va parler quand même de l'Allemagne parce que tu as aussi tes billes là-bas. Donc, qu'est-ce que tu vois? On va pas parler de classement, mais on va parler de maturité. Où se trouve la maturité aujourd'hui? C'est vrai qu'on a eu des surprises aussi pendant certains interviews que nous avons fait entre le décalage en fait en termes de perception du niveau d'avancée en fait que nous pouvons avoir en France et ce qu'on a découvert en fait chez certains de nos voisins. Donc, comment est-ce que toi tu à la fois t'expliques ça et comment est-ce que tu penses à un moment que en France du moins on peut rattraper le retard ou bien quels sont les points faibles qu'il y a dans l'approche allemande en fait qui pourrait être également améliorée et pareil pour les Italiens. Voilà. Alors, parce qu'ils nous écoutent. C'est intéressant que... Voilà. En fait, ce qu'on a remarqué, mais c'est vrai qu'on en a parlé tous les deux, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un paysage, quand on parlait de polymorphisme, on le retrouve d'ailleurs dans le paysage géographique international. Ce qui est intéressant en Europe, si on focus vraiment sur l'Europe, c'est qu'on a des pays qui sont très forts historiquement sur l'export. Et on voit que ces pays-là ont une énorme maturité de relance dans leur schéma de modèle business. Puisqu'effectivement, ils sont aux confins de tous les types de clients qu'on peut rencontrer à travers le monde. Donc, entre guillemets, en termes de ciblage client, ils ont une maturité qui est assez forte. Et finalement, le digital, c'est quelque chose qui est venu très vite transformer leur business model historique. Pour nous, en France, à contrario de ça, parler qu'on ait réussi à digitaliser 10, 20, 30, 40% de l'entreprise, c'est déjà beaucoup. Pour certains pays d'Europe, je pense à l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, notamment les Pays-Bas, ils sont déjà beaucoup plus sur certaines industries. Et c'est normal parce que ça fait partie de leur développement structurel, entre guillemets. Ils sont très présents des pays en fort voie de développement. Et pour eux, garder ce rôle de leader, il était clé qu'il fallait qu'ils continuent d'accélérer. Et donc, ils ont opéré une transformation assez rapide. Donc, c'est vrai que sur les sujets d'avant-vente, on s'est retrouvé souvent dans les écarts types. Je ne citerai pas tout le monde, mais on a eu certains qui nous ont dit sur le domaine, on parlait luminaire, les choses comme ça. On a eu des entreprises de différents niveaux qui nous ont dit nous, on veut être très en avance, on veut être leader en France et autres. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la transformation internationale, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'avant tout, il y a une transformation en mode national pour pouvoir mieux opérer l'international. Donc, c'est une transformation en 2 temps, finalement, pour l'industrie qui sont quand même bien avancées. Oui. Alors que des pays d'Europe, type aux Pays-Bas, nous ont tout de suite attaqué en nous disant moi, en fait, nous, on est déjà dans l'étape d'après. C'est-à-dire que nous, on a déjà des systèmes quasi autonomes, connectés temps réel, qui approchent déjà la ville connectée, parce que ça fait partie d'un gros programme qu'on construire. Et déjà, on voit des écarts assez sensibles. L'autre point qu'on voit aussi rapidement, c'est que la France, face à ce qui s'est passé en événement sanitaire là,
se retrouve quand même dans les retours qu'on a eus. Je ne dis pas que ça peut être tous, il peut y avoir des exceptions, mais se retrouve à obliger les entreprises françaises à se transformer par elles-mêmes à l'intérieur sur le pays en mode pilote. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé. On a retrouvé vraiment s'attaquent à leur cœur business à elles, de l'intérieur, pour pouvoir mieux ensuite attaquer leur marché. Ce qui n'est pas du tout le modèle européen de certains pays et de certaines industries, qui eux ont dit, nous, on va révolutionner l'approche de nos clients. Et puis, ça va de ce programme de transformation-là, soit dans un projet sociétal lié à leur pays ou européen, ils vont en faire quelque chose pour tout de suite lier ça à la transformation interne. Donc, on voit que le mindset n'est pas le même, l'approche n'est pas le même. Ouais. Et il y a une grosse accélération en Europe qui est, je dirais, qui est plutôt, si on devait comparer ça, on est passé de la seconde à la quatrième vitesse. Là où la France est en train de passer de la deuxième à la troisième vitesse. Et donc, ça ne va pas être vrai pour tout le monde. En France, on a quand même plus de 25% d'entreprises qui ont réussi à non pas profiter du Covid, mais à se transformer, à accélérer malgré le Covid. Donc, il y a quand même des grosses forces en France, il faut le reconnaître. On a un beau tissu pour opérer la transformation. Mais c'est vrai qu'on a une démarche en deux temps qui fait qu'il y a un empattement là, sur cette période-là. On a ressenti vraiment un décalage de maturité sur certaines entreprises françaises versus des entreprises plus européennes, hyper structurées, entreprises européennes. L'anecdote qu'on peut partager ensemble, c'est sur le modèle allemand. On se fait souvent challenger sur notre niveau de pertinence côté Brand City, sur la vision plateforme. Qu'est-ce que ça apporte directement? Qu'est-ce que ça permet de transformer comme coût business d'après? Et en fait, on n'a pas forcément cette démarche-là en France qui va essayer de dire, mais comment je me l'approprie d'abord? C'est quoi l'équipe d'abord? Alors qu'en modèle allemand, on a des modèles très carrés de gens qui tout de suite voient l'équipe qui va se dessiner derrière pour opérer ça et veut surtout attendre que la transfo se fasse pour aider le business à s'opérer. Donc, on a ce décalage-là. On a des pays comme en Italie qui sont quand même assez proches dans des belles industries. On a l'Italie qui est quand même assez proche de l'Allemagne dans ce raisonnement-là. Ça montre qu'il y a quand même une structuration de certains grands comptes italiens à se préparer. L'Italie qui a quand même mis des grands chocs monétaires notamment, donc qui s'est préparé, on sent bien, sur des industries d'avenir. Et puis on a les pays de l'Europe du Nord qui sont impressionnants parce qu'entre guillemets, ils arrivent à lier ce sociétal-là, des projets en société de transformation à 20 ans et plus, alors à la transformation de leur business client. Et ça, c'est assez bluffant. Alors, il y en a en France, des projets équivalents, mais on n'a pas vu, pour le partager avec toi, on n'a pas vu la même dimension en France. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui existent comme ça sur des projets sociétaux qui sont portés en France, mais on arrive rarement à avoir des entreprises qui arrivent à lier leur transformation cliente immédiate avec ces projets-là en disant, voilà, ça c'est une brique pour aller vers ce projet-là. Et c'est ce qui fera qu'on sera dans un écosystème un peu résilient. Et qu'en fait, la plateforme qu'on fait avec Brand Cities, demain, ça s'assemblera avec une autre plateforme, peut-être d'un fournisseur ou d'un autre client. Et en fait, on va retrouver à la fin quelque chose qui se rapproche du projet sociétal sous forme d'un peu d'un génome, mais un génome data qui vient compléter le génome humain, quoi. Et ça, on voit les Européens qui nous poussent à faire ça, et on le voit un petit peu moins en France. Ça se cherche, ça se trouve d'abord sur la transformation interne. C'est intéressant ce que tu dis parce que en parlant avec Lucie, en fait, Perrault de Laurent Merlin, elle m'a posé la question en fait d'imposer dans l'exercice que nous avons effectué l'année dernière en fait la question du RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc on voit en fait que ce mouvement en fait, de transformation en fait, de l'entreprise dans la société s'opère via donc, le RSE et notamment l'idée étant de à la fois changer la perception et le rôle de l'entreprise dans son écosystème, dans son environnement et créer des passerelles entre les clients, les usagers, les résidents et les habitants d'une ville qui sont finalement les mêmes personnes et qui sont ceux qui permettent à l'entreprise de vivre et de pérenniser. Donc, une grande différence également que je vois, par exemple, avec le pays que tu cites, à savoir les Pays-Bas et la France, c'est que les Pays-Bas ont un agenda digital. Ils ont une feuille de route précise, en fait, à suivre, qui correspond à une volonté politique
et autour de laquelle en fait, les acteurs économiques du pays sont réunis pour finalement réussir à mener cette transformation à la fois sociétale, comme tu l'indiquais, mais également économique, pour permettre une espèce de sustainabilité, en fait, donc une espèce de résilience de la société néerlandaise, de l'économie néerlandaise, pour qu'elle soit capable d'absorber des chocs comme celui que nous connaissons avec Covid. Est-ce que tu dirais que c'est des choses qui doivent être absolument en France, qui doivent absolument être assurées par nos politiques, ou est-ce que tu penses que le mérite de cette feuille de route digitale à la française qui permettrait donc à l'ensemble des acteurs économiques français de s'aligner et de voir émerger des initiatives collectives et qui amènent également de l'interopérabilité, de la collaboration. Ouais. Alors, je pense que la réponse est multiple parce que la problématique est complexe et elle a plein de sous-problématiques. Je pense qu'effectivement, le chaînon de départ qui est en train de se travailler en France, c'est qu'on a vu jusqu'à présent des sujets qui étaient issus de l'Union européenne, de la Commission européenne, et qui redescendaient en France. On l'a vu très simplement avec les RGPD. Les entreprises ont subi, entre guillemets, un décret. Et la première chose qu'on se dit en France, c'était à l'époque où c'est sorti, je me rappelle toujours, on a un an pour s'y conforter. Là où certains États s'y étaient déjà préparés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils avaient anticipé, ils avaient dit, le jour où Ouais. ça sortira, j'avais toute une démarche déjà écrite et compagnie, même si c'est court, je lance une démarche et on revient à cette fameuse feuille de route, entre guillemets. Donc il y a une démarche, je pense qu'il y a déjà un premier point d'alerte à se donner en France, c'est de se dire, anticipons le calendrier de la Commission européenne et voyons de quelle manière, d'un point de vue sociétal et un point de vue entreprise, on peut anticiper, entre guillemets, cet échéancier-là et en faire une force plutôt que d'en faire quelque chose qu'on subit. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des niveaux entre les entreprises, les très grandes entreprises, l'État, certains dispositifs de l'État et l'Union européenne. Et donc, il faut commencer à réussir à mailler l'ensemble. Alors, sans refaire de publicité à Brain Cities Lab, mais je pense que cette vision écosystémique avec la plateforme, effectivement, doit commencer à regrouper au moins les entreprises avec ses clients, ses fournisseurs et un membre de l'État autour, et commencer à informer la Commission européenne de dire attention, là, ce sujet-là, il commence à être traité en France plus fortement que ce qui était prévu. Et je pense que ça pourrait être déjà un premier vecteur assez intéressant. Et du coup, on commencerait à avoir ces fameux clusters dont on avait parlé à un moment, mais pas au sens sanitaire, au sens économique, commencer à grandir, à se mettre en place. Pourquoi c'est important de commencer à réfléchir comme ça en France? Parce qu'on voit que si on ne va pas dans ce raisonnement-là, malheureusement, on voit le marché s'opérer en France, c'est-à-dire qu'on voit des concentrations, fusion-acquisition se mettre en œuvre. Et donc, le risque, c'est qu'on continue d'avoir je dirais, ce regroupement par segmentation d'entreprises s'opérer avec de plus en plus gros, des entreprises à taille très modeste humainement et peut-être perdre des acteurs au milieu. Et donc, il y a quand même un intérêt français à aller vers ce modèle-là et à le challenger, même s'il y a un petit côté latin dans l'approche. C'est quelque chose qui peut très bien s'envisager. On voit d'ailleurs l'impact de l'intelligence artificielle en France. On voit qu'il y a un énorme rôle à jouer des acteurs français au niveau de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est bien appréhendé avec la data. Et je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt à trois niveaux. Pour moi, c'est vraiment, il y a l'entreprise avec ses clients, mais dans la société dans laquelle on est. Parce que, comme tu l'as dit, un client aujourd'hui, c'est plus uniquement une entreprise, même si on est en B2B, c'est plus uniquement une entreprise. Ça peut être l'usager de la Smart City, qui peut être finalement le client ou l'influenceur, comme ça peut être effectivement une entreprise étrangère qui arrive en France et qui a besoin de savoir qu'effectivement on s'inscrit dans un programme sociétal, qui est plus que social, quand on travaille avec telle entreprise française.
Et donc, si ça se met en œuvre, effectivement, on a de bonnes chances de pouvoir, je dirais, contrer des sujets qu'on subirait finalement naturellement plus de la Commission européenne, même si elle est bienveillante, hein, mais l'idée, c'est quand même ça. Et pour répondre sur l'autre côté, pourquoi les autres pays certains autres pays de l'Union européenne y arrivent mieux? Effectivement, ils ont une feuille de route digitale, mais ils ont aussi bâti un écosystème où du concitoyen jusqu'au directeur général de l'entreprise très importante et l'État, il y a une forme de cohésion et de partage continu. Ouais. Euh, et Et ça, absolument, c'est une chose que, effectivement, qu'on a observé là sur plusieurs pays. Et bon, juste pour citer ceux avec lesquels on travaille aujourd'hui, hein, sur les Pays-Bas, c'est quand même assez incroyable les différentes initiatives qui sont mises en place. Et je pense qu'il faut savoir s'inspirer, et s'en inspirer ne ferait pas de mal. Donc ma question, c'était de savoir, est-ce que dans un pays comme la France, est-ce que c'est une initiative qui doit venir du privé, du secteur privé, ou est-ce que ça doit venir en fait du politique? Et si ça vient du privé, comment est-ce qu'on fait pour que la société civile puisse finalement, enfin, le citoyen hein, puisse également contribuer, participer, parce que il fera du talent en France, c'est pas ce qui manque. De la créativité, c'est pas ce qui manque. On a tendance souvent à se sous-estimer, et alors que enfin, moi, partout où j'ai voyagé, on a toujours été considérés comme étant de très grands ingénieurs, de très grands créatifs, et je pense qu'il y a une opportunité justement à utiliser ces talents en interne pour repenser des modèles, redynamiser des modèles, repenser finalement comment est-ce qu'on pense notre ville. Et ce que tu disais par rapport à la Commission européenne, c'est vraiment intéressant parce que il y a la possibilité aussi pour la France d'être prescripteur. Je pense que le rôle de prescripteur, de faire remonter en fait des demandes, la vision française c'est celle-ci, et nous estimons en fait que c'est une vision qui est alignée avec les objectifs, les missions en fait de la Commission européenne, et qu'elle serait bénéfique à l'ensemble des membres de la communauté européenne. Je pense que c'est une approche. Alors peut-être que nous ne sommes pas au courant, mais si nous le faisons déjà, bah, ça a besoin d'être comment dirais-je, on doit faire la promotion. Si nous ne le faisons pas encore, il faut qu'on commence à le faire parce que c'est aussi une façon pour les Français d'avoir une meilleure appréhension, une meilleure opinion de l'Europe. Parce que si certaines initiatives sont portées par la France, c'est plus facile en fait finalement de ne pas se sentir victime de certaines directives qui peuvent sembler très technocratiques, opaques voilà, et injustes parfois. Alors, c'est d'autant plus intéressant que on parle beaucoup France, Union européenne, on a l'impression qu'il y a des frontières dans notre discours. Mais l'intérêt, Oui, c'est oui. effectivement de permettre aux entreprises, qu'elles soient françaises ou travaillant sur le sol français, de pouvoir travailler en écosystème et de s'agrandir encore plus vite. Et c'est plus ça le sujet qu'on met, c'est comment je transforme mon business pour faire, entre guillemets, une fusion, cette cohésion avec d'autres entreprises, d'autres secteurs, d'autres périmètres de marché, grâce à l'Union européenne. Et finalement, quand on voit la maturité de certains pays versus sur certaines industries, hein, pas partout en France, qui a quand même des beaux sujets qui sont développés, où on est leader dans d'autres domaines, mais quand on voit qu'on a beaucoup de mal finalement à se transformer de nous-mêmes sur un marché très local, alors que d'autres ont déjà déployé tout un tissage, un maillage avec des sujets sociétaux embarqués et une feuille de route, bon, effectivement, on se dit comment c'est perçu l'Union européenne dans ce cadre-là précisément, alors Ouais. qu'on sait qu'il y a plein d'intervenants qui viennent pitcher français sur la thématique, être présents pour essayer d'être bienveillants et montrer à la Commission européenne qu'on veut agir sur ce segment-là. Donc ça, c'est pas simple. Ce qu'on voit de plus en plus, on l'a vu avec la BCE hein, dernièrement, qui a fait un discours sur le sujet, c'est qu'on ne peut plus attendre, et c'est normal, hein, vu ce qui s'est passé, d'avoir un financement total public ou parapublic ou venant du politique qui va soutenir la démarche. Il faut que les entreprises, et notamment le privé, puissent se mobiliser pour pouvoir opérer cette transformation-là. Alors pourquoi? Parce que notre sentiment, en fait, hein, on l'a vu, hein, Kazé tous les deux, notre sentiment, c'était qu'en fait, on avait le concitoyen lambda qui, aujourd'hui, finalement, peut être le prescripteur, mais aussi le client de l'entreprise à tout niveau.
Et ça, on s'est rendu compte qu'entre guillemets, le principe du sociétal rapporté au principe business est en train de se chevaucher. Et l'acteur du privé, en fait, va ouvrir ses portes comme un politique à n'importe quelle personne de la société pour pouvoir retravailler son new business. Et ça, ça va être entendu. Et donc, cette entreprise, c'est une entreprise qui va devenir citoyenne, entre guillemets, qui va devenir sociétale, qui va effectivement aborder le RSE, mais pas uniquement pour des enjeux sociétaux, aussi dans une optique de pouvoir se transformer, de pouvoir partager des valeurs avec ses salariés qui vont être capables de les diffuser à tout cet écosystème. Donc, il y a une boucle vertueuse à le faire et qui va simplifier et améliorer les nouveaux modes de business qui vont être délivrés. Et ça, c'est un vrai enjeu de fond. Donc, c'est plutôt le privé aujourd'hui qui aurait tendance à amener cette dynamique-là. Ça ne veut pas dire que le privé ne le fera pas, n'y contribuera pas, mais la tendance est quand même plutôt sur le privé. Et ce qu'on voit encore plus, c'est que ça peut nourrir la Commission européenne. On voit qu'il y a des sujets sur lesquels on intervient qui aujourd'hui sont directs en ligne de mire de la Commission européenne. Et première chose que nous disent certaines entreprises européennes, d'ailleurs, disent on soit travaille sur ce sujet-là ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir revoir la Commission européenne et leur en parler. Et donc, on voit l'impact, c'est ça qui est intéressant, on voit l'impact derrière d'amener de ce sujet. Donc, on voit que c'est l'entreprise du privé qui amène cet écosystème, le co-construit, amène cette nouveauté, le fait vivre par ses salariés qui infusent à ses fournisseurs, ses clients, à la société. Et à partir de là, il y a des programmes sociaux qui commencent à se bâtir, à être réfléchis. Et limite, on voit ce qu'on commence aussi à voir de plus en plus en France, hein, on voit des conglomérats de gens qui bâtissent des projets sociétaux. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que cette approche systémique, cette approche communautaire, elle permet également d'infléchir la régulation. C'est-à-dire qu'à un moment, une industrie qui est capable de faire des propositions finalement réglementaires aux législateurs a la possibilité de pouvoir créer des standards, donne un avantage compétitif à son industrie. Ici, par exemple, en France, on est les premiers à créer les premiers syndicats évolutifs par rapport à certains éléments qui viennent de l'IoT. On prend un avantage compétitif extraordinaire sur les fabricants qui sont en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, d'où qu'ils viennent finalement, mais également à l'intérieur même de l'Europe, imposer une norme, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire que les co-européens finalement n'auront pas anticipé. Et je pense que c'est une bonne méthode finalement pour prendre le lead. Et moi, j'appelle ça chasser en meute. Et clairement, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'autres solutions, puisqu'on est encore une fois dans un cas de raréfaction à la fois des opportunités business, de l'argent semble ne pas coûter très cher, mais en fait, non, c'est pas vrai. L'argent coûte très très cher aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir compenser certaines défaillances qui sont dues à un contexte pas favorable, jouer en équipe, c'est peut-être la meilleure façon et le meilleur moment. Planifier également. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de la feuille de route. Hein, c'est également aussi la meilleure façon et le meilleur moment. Et être capable donc de proposer aux législateurs, qu'ils soient locaux ou européens, voire même international, des standards en fait qui imposent une approche française et européenne finalement qui sont critiques. Pour l'un des sujets les plus importants dans les prochaines années, c'est forcément tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle, à la structuration des données, à la privacy. C'est pas toujours. Enfin, je pense que les interlocuteurs que nous avons ont bien souvent en fait le syndrome du et ils ont avec Nicolas dont nous parlions de ça l'autre jour, qui nous expliquait en fait que lui, son objectif, c'est pas de faire évoluer le business en fait sur quelques points de détail, c'est de préparer en fait sa société en fait à survivre dans 5 ans ou dans 10 ans, et en faisant cela en fait être capable de créer les nouveaux business qui vont garantir en fait à la société en fait sa survie, quoi, tout simplement, parce qu'il s'agit parfois de survie. Et tu parlais de conglomérats, d'agrégation d'acteurs économiques. C'est la tendance, et c'est la tendance qui va sûrement dominer sur les prochaines années. D'autant que c'est bénéfique. Hein. Enfin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que
tout ça, c'est pour le bien de l'usager et de l'utilisateur final. Si on reprend ton exemple des certificats d'authenticité pour développer des systèmes d'IoT, bon, faut quand même se dire deux choses. On arrive vers la 5G. Les gens n'ont aucune idée de réellement on va tous tester, on va voir ce que ça donne, la 5G, on n'en a aucune idée pratico-pratique, donc c'est une découverte. Pourtant, c'est une révolution industrielle. Hein. On parle souvent de quatrième révolution industrielle chez Point Cities parce que c'est quelque chose qui nous, en termes de maturité technologique et de maturité entreprise, c'est vraiment un instant clé et je pense que c'est un instant très important et il faut profiter de ça pour pouvoir accélérer. Et donc là, c'est un bon moyen de mettre en avant la 5G pour l'utilisateur final. Il va y avoir un gain à appréhender l'IoT et avoir quelque chose qui va lui permettre de lui garantir, entre guillemets, que c'est bien ces données sur tel device IoT qui va circuler. Donc pour lui, ça va être quelque chose qu'il n'aurait pas eu avant. Et on voit les différents exemples de marché via les montres connectées ou autres. Déjà, c'est quand même assez important les données qui sont véhiculées dessus. Pour le régulateur, c'est aussi un gros gain. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quand on parle de blockchain, des choses comme ça qui sont nous-mêmes sur nos plateformes, ça va permettre au régulateur de juste intervenir quand il y a besoin de lui. Donc, on ne va pas le sursolliciter. Il est fédéré dans une organisation où il a effectivement l'obligation de répondre quand c'est à lui de répondre sur sa partie, mais ça l'implique au bon moment, sur le bon point d'intervention du projet ou du projet sociétal ou du projet de transformation. Et ça permet aux autres personnes d'avoir un regard de l'État ou de la Commission européenne bienveillant à l'égard de l'ensemble du projet et pas justement vis-à-vis d'un individu. Donc tout ça, c'est bénéfique, ce qui fait que quand on parle de survie, c'est aussi une survie écosystémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que perdre une entreprise, c'est comme perdre une banque, c'est perdre quasiment un poumon de son économie. Et donc, la transformation, elle est clé. Et ce nouveau business et ce mode de raisonnement est clé, puisqu'effectivement, c'est défendre, entre guillemets, un territoire avec des richesses, des ressources et de l'humain. Et ça, c'est vraiment le constat qui est fait à travers ce qui se passe là en termes de contexte sanitaire en ce moment. Donc, c'est une belle opportunité, mais il faut y mettre des moyens. Et certainement, c'est le privé qui aura la plus grande clé de voûte à proposer pour montrer le cheminement de demain. C'est clairement ça. Oui, en plus, je pense qu'avec l'utilisation de ces nouvelles approches à la fois systémiques, embarquées, et quand on parle d'embarquer, c'est pas seulement embarquer en fait de l'IT ou bien des sensors en fait dans des murs par exemple, mais je parle vraiment en fait d'embarquer dans l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien la personne qui est en charge de la régulation, la partie ingénierie, la partie maintenance, etc. Que les personnes puissent interopérer de façon dynamique et constante et que finalement, ils permettent d'encapaciter une économie circulaire qui peut vraiment devenir circulaire parce que à chaque étape, il y a une extraction de données qui permet de valider qu'on est bien sur les niveaux d'exigence en termes de qualité, en termes de performance, et que lorsque finalement un produit ou un service sorti du cycle du parcours en fait, d'achat ou du cycle, en fait, c'est parce qu'il a vraiment perdu 100% en fait, de la valeur qu'il pouvait apporter à la communauté et aux différents membres de la communauté. Ensuite, je pense que dans cette approche, il y a beaucoup de thématiques qui avaient été évoquées par la Commission européenne. On avait été invité à participer à un événement à la Commission européenne à Bruxelles. Et toute la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour faire du BTP avec zéro émission de carbone. Et moi, l'une des approches que j'avais suggérées, c'était de transformer, en fait, finalement, c'est repenser un peu le BIM, mais repenser en fait un immeuble en fait comme une espèce de base de données géante et penser en termes de construction et de déconstruction. Donc construction d'un immeuble, ok, super faire, mais déconstruire un immeuble, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire aujourd'hui. On sait détruire un immeuble, mais on ne sait pas déconstruire un immeuble. Et lorsqu'on déconstruit un immeuble, si on est capable de déconstruire un immeuble, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour réutiliser en fait les éléments qui sont finalement extraits
de l'immeuble en fait qui était huilé et qui devient donc une espèce d'ensemble de pièces Lego. Et je pense que les approches en fait data qui sont en train d'émerger, les approches comment dirais-je objets, les approches bases de connaissances, les approches multidimensionnelles, hétérogènes, etc., que nous sommes en train de poser, ce sont qui vont permettre finalement de penser également le bâtiment, la façon dont on construit un bâtiment, la façon dont on va localiser en fait dans un immeuble les différents éléments qui composent un bâtiment. Mais bien avant ça, la façon dont on fait rentrer de nouveaux composants, de nouveaux matériaux sur la chaîne de valeur en fait d'une industrie. Et comment est-ce que, au lieu de faire valider en fait un nouveau composite en 10 ans, on passe de 6 ans à 6 mois et on passe de ça marche, ça émet zéro carbone, zéro émet carbone, c'est solide, ça coûte 10 fois moins cher et ça génère 50 fois moins de. Est-ce qu'on l'utilise? Oui, non. Voilà. Typiquement collaborative, intégrer des différents interlocuteurs et des différents intervenants, c'est l'approche qui va nous permettre finalement beaucoup plus vite et qui va permettre de construire plus intelligent et de façon plus, comment dirais-je, je cherche une expression précise, mais je vais dire ça en anglais, quoi, de façon plus sustainable, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche, de façon à ce que, évidemment, si je construis un immeuble demain, si je le déconstruis, l'impact sur l'environnement soit égal à zéro. Voilà. Et je pense que ça, c'est fait partie des orientations vers lesquelles on doit aller et l'interconnexion. C'est finalement l'interconnexion entre les immeubles, les différents fournisseurs de fluides. Et puis, bon, je pense qu'il y a pas mal de surprises qu'on réserve aux gens suite aux différents échanges qu'on a eu ces dernières semaines sur on pourrait faire en fait du data wallet, non pas seulement dans un contexte de gestion des données personnelles, mais également dans un contexte de gestion des données dans le domaine du smart building et ce genre de choses. Donc, ouais, voilà, c'est un peu, je suis un peu dessalé. C'était pas une question pour le coup, mais voilà. Je peux peut-être illustrer pour concrétiser ce que tu disais. C'est ce qui est intéressant dans le data wallet qu'on pourrait implémenter sur chaque smart building, c'est la vue que pourraient avoir les gens de ce projet. Parce que du moment de la construction, de la déconstruction, qu'on arrive à matérialiser ça dès le début, en fait, certes, on va capitaliser de la data. C'est sûr qu'il y a quelques années, on pouvait, dès le début, remplacer finalement la box classique via un réseau d'IoT simple. Et en fait, on diminuait le coût de relève d'un compteur d'électricité ou d'eau, parce que sinon, on payait 20 ou 30 euros d'abonnement opérateur. Là, on arrivait avec 1 ou 2 euros par mois à collecter, à faire quelques économies sur ça. Aujourd'hui, en fait, si on modélisait, comme tu disais dès le début, en fait, il y a 4 vues intéressantes. Il y a la vue de l'usager qui va pouvoir en fait voir tout de suite ce que va donner son bâtiment dès le début, quelle est la durée de vie optimale. En plus, ça offre des choses intéressantes à l'utilisateur parce qu'il va pouvoir se dire, s'il aime beaucoup les appartements, par exemple, végétatifs, green, émissions zéro carbone, et qui déménage, il va peut-être vouloir avoir la même expérience plus tard. Donc peut-être que collecter ces datas-là sur l'exposition qu'il a eue, l'expérience qu'il a eue, les garder pour plus tard via un data wallet, ça aurait beaucoup de sens pour lui parce qu'il n'arriverait pas à décrire l'intégralité du projet. On ne décrit jamais 10 ans de vie dans un appartement comme ça en 5 minutes. Donc ça pourrait être ça pourrait être un premier niveau de vue. On a aussi la vue du maître d'œuvre du chantier. On pourrait dire la personne, c'est très bien, elle gère finalement un PNL, parce qu'elle va construire avec des matériaux, des hommes, donc elle va prendre soin de son équipe, mais c'est un coût financier, et c'est elle finalement qui est au cordon de la bourse du chantier. Et donc, avoir des coûts de commande du matériel, de gestion de son équipe, d'essayer de faire attention à l'humain pour que les gens puissent avoir un niveau de travail qui soit concret sans leur
sans leur faire trop d'heures supplémentaires. Et puis, il y a toute la fin de vie du chantier, on en a parlé, qui est un vrai souci parce que je vais devoir payer pour ramener des bennes, pour jeter du matériel qui est des déchets, mais je vais peut-être aussi jeter du matériel qui est quasiment neuf, que je n'ai pas pu utiliser, que j'avais prévu en stock, parce qu'il y a des aléas de chantier. Voilà. Et donc, cette personne-là, ce chef de chantier, il y a deux choses qui l'intéressent. C'est comment anticiper au mieux pour que le chantier se passe dans le timeline qui lui donne du smart building, mais surtout demain, comment faire un REX pour d'autres chantiers, parce qu'on sait que les normes évoluant et voilà, le législatif, l'économique évoluant, ce serait bien d'avoir ce retour d'expérience vivant, chiffré, pour pouvoir anticiper l'impact des nouvelles normes sur le zéro carbone et comment optimiser les éléments. Et quand on va un peu au-dessus, si on regarde vraiment au-dessus, finalement, les gens qui sont acteurs du smart building, ça leur poserait la question de savoir qu'est-ce qu'ils proposent comme zone de conseil à l'écosystème sur lequel ils interviennent. On le voit beaucoup dans les agences immobilières, quand ils vendent un bien, ils vont vendre surtout, si c'est un certain type de bien, si c'est pour une famille avec plusieurs enfants, l'accès aux écoles, l'accès au transport. Donc, on voit très vite cette notion de service qui apparaît. Et en fait, on imagine très bien que le bâtisseur, aujourd'hui, devient écosystémique dans ce qu'il apporte. Et il a besoin que l'ensemble de ces datas-là puissent popper pour obtenir un nombre de réponses qui répondent à la communauté. Donc, ce n'est pas uniquement les gens qui vont acheter des bâtiments, mais c'est tous ceux qui vont vivre autour, les commerçants, l'agglomération. Ça s'inscrit dans ce projet zéro carbone, finalement. Et le dernier profil, ça va être le directeur général. C'est-à-dire que le directeur général de l'entreprise qui construit ça, lui, ça va permettre de se projeter sur, finalement, c'est quoi les perspectives d'évolution et l'ADN de son entreprise face à ces enjeux-là. Et il va se rendre compte que soit il va s'hyper spécialiser sur des chantiers particuliers, soit il va faire des plans de déploiement à l'international, parce qu'il aura la capacité de collecter l'intégralité de ces données, qu'il a la largeur d'équipe pour le faire et la largeur de l'écosystème et des clients pour le faire. Et ça ne dépendra plus uniquement de lui et de son entreprise, mais de l'intégralité de tout le smart building qu'il aura mis en place à ces 4 niveaux-là. Je pense que c'est vraiment passionnant, cette approche plateforme, cette approche écosystémique que tu décris. Et je pense en plus de ça que ça permet aux entreprises d'intégrer de façon plus facile des expertises propres et l'agilité en fait, des startups. Parce que à un moment, on va venir chercher en fait l'innovateur et son équipe pour la résolution d'un problème bien spécifique qui a été préqualifié, qui répond à un problème qui est également aligné avec la vision en fait, de la startup, sa mission. Parce que ces deux ans vont faire système de caractère anticipatif, de caractère socialement intégré. C'est difficile de faire mieux intégré qu'un immeuble dans une ville. Et je pense que quelques-uns des enjeux, en fait, ils se trouvent là, quoi. Donc, je crois qu'on arrive au terme de notre heure de discussion. J'espère que c'est un exercice qui t'a plu. Ouais, je trouve ça très intéressant. Avec Ouais, la chance de le partager avec toi. Merci, c'est également un plaisir partagé. C'est un exercice, je pense que ce qui est vraiment intéressant, parce que ça permet aux interlocuteurs d'aller au-delà en fait, des fonctions ou des rôles et des relations en fait, qui sont déjà préétablis. Je pense que là, on va avoir finalement des discussions ouvertes, créatives, inclusives également. Et voilà, donc merci beaucoup. La prochaine, en fait, c'est Bibi dira, en fait, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou cette semaine ou la semaine prochaine, mais voilà, c'est tout le mois d'octobre et j'espère en fait que les personnes qui ont les besoins vont nous rejoindre pour suivre la discussion avec nous, parce que c'est une discussion et je pense notamment pour tout ce qui touche à la partie Smart Cities, à des personnes comme la SBA. Voilà, et il y a Étienne de Green Solus avec qui nous avons aidé à discuter avant les vacances. Elle a une vision qui est super intéressante. Je pense que je vais l'inviter aussi à échanger avec nous. Il y a une perspective en fait nouvelle à apporter en tout cas, et j'espère que ces discussions vont permettre à chacun de parler en fait, du sujet. Voilà.
Julien, Bon, à très bientôt. bonne fin à toi. Ah ouais, demain. Allez, À très vite. bonne soirée. Bonne soirée. Salut, salut. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.